toutes et à tous. Troisième épisode de la nouvelle de Jack London, l'enjeu. Geneviève enfila une élégante paire de chaussures, à fine semelle de cuir appartenant à Jo, ce qui les fait rire. Elle et Lottie, laquelle à ses pieds lui retroussait le pantalon. La sœur de Jo était en effet du complot. Elle s'était arrangée pour se débarrasser de sa mère en l'envoyant, sous un prétexte inventé, rendre visite à des voisins. Les deux jeunes femmes descendirent à la cuisine, où Jo les attendait. Il s'avança à la rencontre de Geneviève avec un visage rayonnant dont l'éclat proclamait l'amour. « Ah, maintenant, remonte-moi un peu ces jupes, ordonna-t-il à Lottie. Et égrouille-toi un peu. Voilà, ça ira comme ça. Tu comprends, on n'a besoin de voir que le bas de la jambe du pantalon, que le reste soit caché par le manteau. Voyons, voir un peu comment il lui va. Ah, c'est Chris qui me l'a passé. Ah, c'est la crème des braves types, un petit bonhomme. Ah, ça, par exemple, poursuivit-il en aidant Geneviève à enfiler un pardessus qui lui tombait aux chevilles et lui allait comme un vêtement fait sur mesure doit aller à la personne pour laquelle il a été coupé. Jo lui posa une casquette sur la tête et releva le col, lequel se révéla ample à souhait, et même un peu trop. Il montait jusqu'à la coiffure en cachant toute la masse des cheveux. Quand il le boutonna par devant, il put se servir des pointes pour lui recouvrir les joues, tandis que bouche et menton restaient enfouis dans ses profondeurs, si bien que même de près on ne pouvait discerner que des yeux noyés d'ombre et un nez qui l'était à peine un peu moins. Elle fit quelques pas à travers la cuisine. Manifestement, on apercevait le bas du pantalon, et encore, que lorsque la personne en marchant avait les panses du même vêtement qui s'en trouvait. Ah, un pauvre gars enrhumé. Ah, que ça peur de tomber plus malade encore. Ça gaze, fit en riant le garçon, qui n'était pas peu fier de son œuvre. Combien t'as sur toi? Je suis à 10 contre 6. Tu veux jouer la cote basse? Qui a la cote basse demanda-t-elle. Oh, cette question. Mais Ponta, voyons, lâcha Lottie, vexée, comme s'il pouvait y avoir le moindre doute. Ah oui, bien sûr, répondit Geneviève doucement. Vous savez, je ne connais pas grand-chose à tout ça. Cette fois, Lottie se tint coite, mais de toute évidence, c'était une injure de plus. Jo, après un coup d'œil sur sa montre, annonça qu'il était temps d'y aller. Sa sœur lui passa les bras autour du cou et lui déposa un gros baiser sonore sur les lèvres. Puis elle embrassa Geneviève et suivit des yeux le couple jusqu'au seuil. La taille de la jeune fille prise dans le bras du garçon. « Que veut dire 10 contre 6 » demanda Geneviève, alors que le bruit de leurs pas résonnait dans l'air glacial. « Que j'ai la cote haute, que je suis le favori, répondit-il. Ça veut dire que dans le public, un homme parie 10 $ sur ma victoire, contre les 6 qu'un autre mit sur ma défaite. Mais si tu es le favori, et que tout le monde pense que tu vas gagner, comment est-ce que quelqu'un peut parier contre toi? C'est ce qui fait toute la boxe avec enjeu, que les gens pensent pas tous pareil, répondit-il en riant. Et puis, faut toujours compter. Compter avec le hasard. Un coup qui fait mouche, un accident. Les hasards, il y en a à pagaille, ajouta-t-il gravement. Elle se rapprocha, le serrer, comme pour le défendre de quelque chose, et il rit avec assurance. Attends, et tu vas voir. Et n'aie pas peur au début. Les premiers rounds, ça va chauffer. C'est la race, c'est la spécialité de Ponta. C'est une brute qui tente tous les coups qu'il a en réserve. Un tourbillon qui n'attend pas longtemps pour abattre son homme. Il en a envoyé comme ça plusieurs au tapis. Des plus forts et plus intelligents que lui. Mon problème, c'est de tenir bon. Voilà tout. Alors, il sera à point. Alors, j'irai le chercher. Tu n'auras qu'à regarder. Ah, tu sauras quand je vais le chercher. Et j'en ferai qu'une bouchée, moi aussi. Ils arrivaient à une grande salle, bâtie à un coin de rue, qui s'affichait comme club de culture physique, mais qui était en réalité une institution ayant pour but d'organiser des combats de boxe dans le cadre strict de la légalité. Jo lâcha Geneviève, et pour gagner l'entrée, ils marchèrent simplement côte à côte. En toutes circonstances, garde les mains dans les poches, la prévint Jo, et tout ira bien. C'est affaire d'une minute. Et se tournant vers le portier en discussion avec un policier, il est avec moi. Les deux hommes le saluèrent familièrement, ne prêtant aucune attention à son compagnon. Ils n'ont pas bronché. Tout le monde y verra que du feu, lui assura Jo dans l'escalier qui les menait au 2e étage. Et si jamais ils s'en rendaient compte, ils ne sauraient pas à qui ils ont affaire, et ils écraseraient le cou pour me faire plaisir. Allez, viens par ici.
Il la poussa dans un réduit qui faisait vaguement bureau, et quand elle lui prit une chaise poussiéreuse et défoncée, il lui faut s'accompagner quelques instants. À son retour, il portait un long peignoir, et il avait aux pieds des chaussures de toile. Il la sentit qui se mettait à trembler tout contre lui, et lui pressa gentiment son bras autour des épaules, tout en l'encourageant. « Tout ira au petit poil, Geneviève. J'ai tout goupillé, personne ne devinera. »« Mais c'est pour toi que je m'en fais, Joe, » répondit-elle. « Pas pour moi, moi je m'en fiche, c'est pour toi. »« Tu te fiches de ce qui peut t'arriver? Moi qui croyais que c'était pour ça que tu avais peur. » Il la regarda les yeux ronds, ébloui, par le miracle féminin se dévoilant en une apothéose plus glorieuse que jamais. Et Dieu sait à quel point Geneviève s'est montrée fertile en miracles féminins. Il resta sans voix un instant, puis balbutia. « C'est pour moi. Tu veux dire uniquement pour moi? Tu te fiches de leur réaction? Vraiment? » Un double coup sec à la porte, accompagné d'un non moins sec « Joe, grouille-toi !» le ramena à la réalité. « Vite, Geneviève, un dernier baiser !» murmura-t-il avec une ferveur presque religieuse. « C'est mon dernier combat, et je vais me battre, comme jamais, puisque tu me regardes. » Tout ce qu'elle sut après cela, les lèvres encore tièdes de son baiser, c'est qu'elle était en plein milieu d'une bousculade de jeunes gens, dont aucun ne semblait lui prêter la moindre attention. Beaucoup étaient en manches de chemise qu'ils avaient même relevées. Ils entraient dans la salle par le fond, dans le même désordre où ils s'étaient massés dehors et remontaient lentement l'allée. La salle était bondée, chichement éclairée, très proche d'une grange par les proportions, où tout dans l'air enfumé prenait un aspect bizarre. Geneviève se sentait près de suffoquer. C'était un indescriptible tintamarre où l'on entendait des garçons de salle proposant à grands cris programmes et rafraîchissements sur fond de brouhaha aux graves résonances de voix d'hommes. L'une d'elles offrit 10 contre 6 sur Joe Fleming. Le timbre en était monocorde. Elle aurait dit désespérée, et un bref frisson la parcourut. Et si tout le public allait parier contre Joe, son Joe à elle? Elle eut d'autres frissons. Son sang s'enflammait, porté à incandescence par le roman, par l'aventure, ce mélange d'inconnu, de mystérieux et de redoutable, à mesure qu'elle pénétrait dans ce repère d'hommes où aucune femme n'avait le droit d'entrer. De nouveaux frissons suivirent. C'était la première fois de sa vie qu'elle bravait ainsi un interdit par une folle imprudence. Pour la première fois, elle dépassait les limites fixées par le plus terrible des tyrans, la Mrs. Grundy de la classe ouvrière. À présent, c'était pour elle-même qu'elle avait peur, alors qu'il y avait si peu encore, elle ne pensait qu'à Joe. Sans s'en rendre compte, elle avait atteint l'avant de la salle et monté une demi-douzaine de marches qui l'avaient menée à une petite loge. La presse y était telle qu'on y étouffait, des hommes qui, à un titre ou un autre, faisaient partie intégrante du jeu. Et là, elle perdit Joe. Mais elle n'eut pas le temps de se laisser aller à une vraie frayeur, où elle eut craint pour sa personne que déjà l'un des jeunes gars l'interpellait d'un ton bourru. « Et là, toi, viens, viens un peu par ici. » Elle était sur ses talons quand elle remarqua qu'un autre gars du groupe la suivait. Ils arrivèrent à une sorte d'estrade qui accueillait 3 rangées d'hommes. C'est à ce moment-là qu'elle aperçut pour la première fois le ring. Elle était à la même hauteur et si proche des cordes qu'elle aurait pu les toucher. Elle en remarqua le sol recouvert de toiles rembourrées. Au-delà, sur les côtés, elle pouvait voir comme à travers un brouillard la salle archi-pleine. La loge qu'elle venait de quitter se trouvait dans un coin du ring. Trottinant derrière son guide à travers les rangées d'hommes assis, elle traversa tout le devant de la salle pour se retrouver dans une loge similaire, de l'autre côté du ring. « Maintenant, ne fais pas de bruit, et reste ici jusqu'à ce que je vienne te chercher », lui donna comme consigne son guide, en désignant un trou pratiqué dans le mur de la loge. Elle se précipita vers le petit orifice et se trouva face au ring. Autant elle pouvait le voir dans son ensemble, autant une partie du public restait cachée à ses regards. Le ring était éclairé comme il faut, grâce à une rampe de gaz à brûleurs nus. Au premier rang, celui qui lui avait fallu longer en se faufilant, les sièges étaient occupés par des reporters qui avaient dépêché les journaux chics de la ville. Du moins, c'est ce qu'elle déduisait des blocs de papier et des stylographes qu'il tenait en main. Il y en avait un qui mastiquait du chewing-gum. Derrière eux, assis sur les 2 rangées suivantes, elle reconnut des pompiers de la caserne toute proche et quelques policiers en uniforme. Au milieu du premier rang, entouré de journalistes, était assis le jeune chef de la police.
Elle fut très surprise d'apercevoir Mr. Clausen de l'autre côté du ring. Il se tenait là, tout près des cordes, austère, le visage blanc et rose sous ses favoris. Sur la même rangée, un peu plus loin, elle découvrit Silverstein, ses traits parcheminés s'illuminant d'avance. Quelques applaudissements saluèrent l'arrivée de plusieurs jeunes garçons en manches de chemise qui portaient des seaux, des bouteilles et des serviettes. Ils passèrent entre les cordes et traversèrent le ring en diagonale jusqu'au coin situé à l'opposé de Geneviève. L'un d'eux s'assit sur un tabouret et s'adossa aux cordes. Elle remarqua qu'il avait les jambes nues, qu'il portait des chaussures de toile et que le haut du corps était enveloppé dans un épais tricot blanc. Pendant ce temps, un autre groupe avait investi le coin le plus proche d'elle. Des acclamations redoublées attirèrent son attention sur ce groupe et elle vit Joe, assis sur un tabouret, encore en peignoir, les courtes boucles de ses cheveux châtains à moins d'1 mètre d'elle. Un jeune type vêtu d'un costume noir avec un col empesé, ridiculement grand et une grosse tignasse, s'avança au milieu du ring et leva la main. « Messieurs, s'il vous plaît, veuillez cesser de fumer, dit-il. » Pour toute réponse, il s'attira quolibet et sifflait. À l'indignation de Geneviève, son invite ne fut suivi d'aucun effet. Mr. Clausen, qui pendant l'annonce tenait déjà entre ses doigts l'allumette qu'il avait craquée, alluma son cigare le plus tranquillement du monde. Oh, ce qu'elle pouvait le détester de se comporter ainsi. Comment son Joe allait-il combattre dans une telle atmosphère? Elle-même, qui n'avait pourtant qu'à rester sans bouger sur son siège, avait déjà du mal à respirer. L'homme qui avait parlé s'approcha de Joe. Joe se mit debout. Il se débarrassa de son peignoir et gagna le centre du ring, n'ayant sur lui que ses chaussures de toile et un court short blanc. Geneviève baissa les yeux. Elle était seule dans son coin, sans personne pour la voir, et pourtant la honte, à la vue de la belle nudité de son amoureux, lui empourpra le visage. Malgré tout, ses regards se posèrent de nouveau sur lui, non sans lui imprimer les remords de se sentir transporté à contempler ce qu'on ne contemple pas sans péché, comme elle ne l'ignorait pas. Ce n'était pas possible autrement. Ces mouvements désordonnés au-dedans d'elle-même, ce mouvement général de son être qui la lançait vers lui, c'était le péché. Mais quel péché délicieux! Et elle ne se refusa pas le spectacle. Et zut pour Mrs. Grundy! La païenne en elle, le péché originel, la nature entière la poussait de toute leur force. C'était, la traversant, le bruissement confus des mers venues de la nuit des temps et la clameur des enfants à naître. Mais à son insu, tout ce qu'elle savait, c'est que c'était un péché. Et elle releva la tête, fièrement, insouciante, résolue, dans un mouvement de solennel défi, à s'adonner sans réserve à ce péché. Elle n'avait jamais rêvé au corps sous les vêtements. Le corps au-delà des mains et du visage n'occupait aucune place dans ses pensées. Étant un enfant de la civilisation textile, elle tenait le textile pour le tout du corps. Elle voyait les hommes comme des bipèdes vêtus de textile, avec un visage, des mains et des cheveux sur le crâne. Quand elle pensait à Joe, le Joe qu'elle se représentait était un Joe habillé. Des joues de jeune fille, des yeux bleus et des cheveux bouclés, mais toujours vêtu. Et voilà qu'il se tenait là, quasiment nu, image divine, dans un torrent blanc de lumière. Elle ne s'était jamais figuré le corps de Dieu que dans une nudité cachée par des nuées, et elle s'effrayait de procéder mentalement à cette association. Elle trouvait que son péché relevait du sacrilège ou du blasphème. Son sens esthétique nourri de chromos débordait la formation qu'elle avait reçue, et il lui disait que là se trouvait beauté et prodige. Elle avait toujours aimé l'aspect physique de Joe, mais c'était à sa mise qu'elle imputait ce ravissement, lui qui s'habillait de façon si soignée, si distinguée. Ce qui se cachait par-dessous ne l'avait pas le moins du monde travaillé. Elle était éblouie. Il avait la peau aussi claire que celle d'une femme, bien plus satinée même, et aucun duvet n'en altérait l'éclat blanc. Cela, elle le remarquait bien, mais tout le reste, la perfection de la silhouette, la force, la musculature, lui procuraient du plaisir sans qu'elle sût pourquoi. Il en émanait grâce et propreté. Son visage ressemblait à un camée, et ses lèvres, entr'ouvertes par un sourire, lui donnaient l'air d'un enfant. Il souriait au public, quand le présentateur, plaçant une main sur son épaule, cria « Joe Fleming, la fierté de West Auckland !» Ce fut un tonnerre d'ovations et d'applaudissements, et d'affectueux « Ouais, Joe, bravo, Joe !»
fusaient de toutes parts. C'étaient des hommes qui ne cessaient de l'encourager à tue-tête. Joe regagna son coin. Jamais il n'avait moins ressemblé à un boxeur qu'à cet instant-là. Les yeux étaient trop doux. Ils étaient dénués de toute lueur fauve, comme du reste l'ensemble du visage. Et pour son corps, quoi qu'on pût dire de sa blancheur et de sa douceur, on n'en retenait que l'aspect fragile. De même qu'on trouvait les traits trop enfantins, trop doux, trop intelligents. Geneviève, avec son œil de profane, ne tenait pas compte de la largeur de la poitrine, de la dimension des narines, de la puissance des poumons, des muscles jouant sous leur écrin satiné, autant d'autres énergies où se terrait une chimie vouée à détruire. Elle ne voyait que la porcelaine de Saxe qu'il convient de manipuler avec douceur et précaution, sous peine de la briser en 1000 morceaux au premier contact trop brutal. John Ponta, à qui 2 de ses seconds, à force de se démener, avait ôté son tricot blanc, vint se placer au centre du ring. En le regardant, Geneviève fut terrifiée. Là, oui, elle voyait le vrai boxeur. Un animal au front bas, aux yeux de fouine, sous des sourcils broussailleux et tombants, au nez pâté, aux lèvres épaisses et à la bouche menaçante. Ah, il avait les mâchoires carrées, un coup de taureau, et sous l'empire de la frayeur, Geneviève compara ses cheveux courts et raides à des soies drues de sanglier. Elle pouvait contempler la grossièreté et la brutalité incarnée, une créature sauvage venue du fond des temps, mauvaise. Sa poitrine était large, il avait des jambes épaisses, de gros muscles, mais sans galbe. Il était noueux, comme l'était toute sa personne où l'excès de robustesse ne laissait nulle place à la beauté. John Ponta, du club athlétique de West Bay, annonça le présentateur. Des acclamations nettement moins nourries le saluèrent. À l'évidence, c'était à Joe qu'allait la sympathique du public. « Vas-y, Ponta, bouffe-le, bouffe-le » cria une voix dans une accalmie. Ce cri fut accueilli par des hurlements de mépris et par des quolibets. L'intéressé n'apprécia pas, et sa bouche menaçante se tordit dans un rictus avec un grondement féroce tandis qu'il regagnait son coin. Il ne pouvait guère compter sur l'admiration de la foule. Celle-ci, viscéralement, le détestait. C'était un pur animal dépourvu d'intelligence et d'esprit, une menace, une créature engendrant la peur, au même titre que le tigre et le serpent. Monstre qui menace et terrifie et qu'il vaut mieux voir derrière les barreaux d'une cage qu'en liberté. Voilà ce que pensait la foule. Oui, Ponta perçut l'hostilité de cette foule. On aurait dit la proie que guette le cercle de ses prédateurs, et il se tourna vers les spectateurs, sur lesquels il promena des yeux incendiaires. Le petit Mr. Silverstein, qui scandait le nom de Joe avec une jubilation non dissimulée, eut un mouvement de recul quand le regard de Ponta se posa sur lui, et il se ratatina, comme touché par un fer rouge. Cependant, sa voix gargouillait et que le son mourait dans sa gorge. Geneviève ne perdit rien de la scène, et alors que les yeux de Ponta parcouraient lentement le cercle hostile, ils rencontrèrent les siens. À son tour, elle se recroquevilla et recula. L'instant d'après, le terrible regard l'avait quitté pour se poser et se concentrer longuement sur Joe. La rage monta en lui, sembla-t-il à Geneviève. Joe, s'il soutenait l'assaut de ses 12 yeux de petit garçon, n'en affichait pas moins une mine plus grave. Le présentateur accompagnait alors un troisième homme au milieu du ring, un jeune type au visage avenant, en manche de chemise. « Voici Eddie Jones, dit-il, qui arbitrera la rencontre. »« Ouais, Eddie !» criaient des hommes au milieu des applaudissements. Geneviève en déduit tout naturellement que lui aussi jouait des faveurs du public. On s'activait du côté des soigneurs à passer les gants aux 2 combattants, et l'un des seconds de Ponta vint vérifier ceux de Joe avant que celui-ci les enfilât. L'arbitre les appela au centre du ring. Les seconds les suivirent, et un vrai groupe se forma. Joe et Ponta se faisant face, de part et d'autre de l'arbitre, les soigneurs se tenant par les épaules, tête en avant. L'arbitre parlait et tous écoutaient attentivement. Le groupe se disloqua. Le présentateur s'avança de nouveau sur le devant du ring. « Joe Fleming combat à 128 livres, dit-il. John Ponta à 140. Ils vont se battre aussi longtemps qu'une main sera valide et ne devront plus toucher à l'adversaire en cas de séparation par l'arbitre. Il est rappelé aux spectateurs qu'il y a toujours un vainqueur de désigné. Il n'y a jamais de match nul dans ce club. » Il se glissa entre les cordes et se laissa tomber du ring dans la salle.
Il se fit un remue-ménage quand les seconds franchirent les cordes en remportant les tabourets et les seaux. Il ne restait plus sur le ring que les deux boxeurs et l'arbitre. Un gong retentit. Les deux combattants avancèrent rapidement au centre. Leurs bras droits se tendirent et en une fraction de seconde se touchèrent dans une poignée de main de pure forme. Aussi Ponta se mit à frapper sauvagement du gauche et du droit, coup que Joe esquiva par un bond en arrière. Comme un projectile, Ponta se rua sur lui. Le combat battait son plein. Geneviève, une main crispée sur la poitrine, observait. Elle était stupéfaite de la rapidité et la sauvagerie de l'offensive de Ponta et de la grêle de coups qu'il faisait pleuvoir. Elle avait l'impression très nette que Joe allait être démoli. Parfois, elle ne pouvait même pas voir son visage, masqué qu'il était par les ganses volant dans tous sens. Des bruits, en revanche, lui parvenaient distinctement, et chacun déclenchait un haut de cœur qui naissait au fond de son estomac. Elle ne savait pas que ce qu'elle entendait n'était que l'impact des gants s'entrechoquant, parfois d'un gant atteignant une épaule sans qu'aucun dommage s'ensuivît. Elle se rendit soudain compte que le combat prenait une nouvelle tournure. Les deux hommes s'étaient empoignés dans une étreinte tendue et plus aucun coup n'était porté. Elle reconnut ce que Joe lui avait décrit comme le corps à corps. Ponta se débattait pour se libérer. Quant à Joe, il tenait bon. L'arbitre cria « Dégagez !» Joe fit un effort pour s'écarter, mais Ponta avait une main de libre et Joe se précipita dans un second corps à corps afin d'éviter le coup. Cette fois, elle remarqua que la paume de son gant était écrasée contre la bouche et le menton de Ponta. Et au second dégagé de l'arbitre, Joe repoussa la tête de son adversaire et se libéra. L'espace de quelques secondes, Geneviève put voir à plein son amoureux. Pied gauche en avant, genou légèrement fléchi, et il était ramassé sur lui-même, la tête rentrée dans les épaules pour mieux se protéger. Il était en garde, les poings devant lui, prêt à parer, comme à rendre les coups. Son corps était si tendu qu'à chaque mouvement qu'il faisait, elle apercevait les contractions de ses muscles qui, telles de vivantes créatures, rampaient et roulaient sous sa peau laiteuse. De nouveau Ponta fut sur lui, et Joe se débattit comme un beau diable. Il se ramassa un peu plus, en un bloc plus compact, se protégeant encore mieux de ses mains, de ses coudes, de ses avant-bras. L'autre le battait comme plâtre, et il semblait à Geneviève qu'il était à la torture. Les coups s'abattaient sur ses gants et sur ses épaules, lui imprimant un mouvement de va-et-vient où il avait tout d'un arbre malmené par la tempête, ce qui rendait le public fou de joie. Il lui fallut attendre de déchiffrer ses encouragements, de voir un Silverstein à demi levé de son siège, enthousiaste, voire possédé, d'entendre monter de centaines de poitrines le cri « Vas-y, Joe !» pour découvrir le fin mot. Loin d'être la victime, il s'en tirait plutôt à bon compte. D'ailleurs, avant d'être repris dans les raies de la férocité de son typhon d'adversaire, il connaissait des moments où il émergeait. À bientôt pour un nouvel épisode de Lecture en Crous.